panel, je disais donc, nous présentera l'environnement social et la transition écologique. Ce panel sera modéré par Madame Hana Soubayi, responsable pays RDC de Proparco Group, que j'invite à s'installer à sa place de modératrice. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Soubayi. Nous accueillons également Monsieur Benjamin Touarambé Baboninga, secrétaire général à l'environnement et au développement durable, qui représente Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement de la RDC. Monsieur, s'il vous plaît, sur le siège du milieu. Nous accueillons également son Excellence Monsieur Bruno Aubert, ambassadeur de France en RDC. Monsieur Aubert, je vous prie de bien vouloir accompagner mes panélistes de vos applaudissements, s'il vous plaît. Cela nous permettra de garder un peu de dynamisme en cette fin de journée. Monsieur Aubert, s'il vous plaît, à côté de Monsieur le représentant. Merci bien. Notre troisième panéliste, Monsieur Tossi Mpanu, est ambassadeur, négociateur senior de la RDC pour la Convention climat de l'ONU, expert en finances climatiques, en énergie renouvelable et en développement durable. Merci d'accueillir son Excellence, Monsieur Tossi Mpanu. Nous accueillons également sur ce panel Monsieur Guy Bernard Nkwambe, professeur de la Faculté des sciences économiques de l'UNIKIN. Professeur Nkwambe, est-ce que vous êtes avec nous? C'est vous? D'accord. Merci de vous installer, s'il vous plaît. Enfin, notre dernier panéliste est le directeur général des hôpitaux Diamant, M. Karim Tajdine, que je vous demande d'ovationner. Bonsoir, M. Tajdine. Chère modératrice, nous sommes à 6h10 et nous espérons terminer ce beau panel de clôture au plus tard à 7h. Il vous faut un nouveau micro. Donc nous aurons des échanges au cours d'une demi-heure qui seront suivis par 10 minutes de questions-réponses avec le public. Merci. Excellent panel. Merci Madame Diallo. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre patience. Nous sommes honorés aujourd'hui de clôturer cette belle conférence par le panel numéro 4 qui va évoquer les risques sociaux et climatiques dans le développement économique du pays et dans l'attractivité de la RDC comme zone d'investissement. Mon nom est Hana Soubayi Kamwanga. Je suis responsable pays RDC au sein de Proparco, la filiale secteur privé du groupe Agence Française de Développement. Le groupe Agence Française de Développement est l'institution financière de l'État français ayant pour vocation à financer des projets et des entreprises en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Et comme vous le savez, les sujets d'environnement, de climat et d'équité sociale sont chers à la France. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre premier panéliste qui remplace Madame la vice-ministre, ministre de l'Environnement, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Baboninga. Pouvez-vous nous expliciter aujourd'hui quelles sont les stratégies mises en place par la RDC pour développer une économie qui soit respectueuse de l'environnement et qui prenne en compte les changements climatiques? Bien, merci beaucoup, Madame. D'abord, je tiens à remercier Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances,
d'organiser cette importante que je peux appeler conférence ou forum ensemble pour discuter sur le climat des affaires et aussi d'inviter le ministère de l'Environnement qui est au centre du débat sur les changements climatiques. Alors, la stratégie du gouvernement en matière de climat, elle est fondée sur nos engagements. Depuis 1992, notre pays s'est engagé dans ce processus du changement climatique en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et au fil du temps, on a eu l'accord de Paris et notre pays s'est engagé dans cet accord de Paris. Et dans cet accord de Paris, le pays s'est engagé à réduire ses émissions à 21% des émissions en se basant sur l'agriculture, l'énergie, la foresterie et autres affectations des terres. Et les 21% qui figurent dans la contribution déterminée au niveau national, il y a 19% de cet engagement inconditionnel et 2% est inconditionnel. Comme vous le savez, notre pays, dirais-je, engagé de rehausser ses objectifs d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en mettant en place la gestion foncière, la gestion durable des forêts, l'aménagement du territoire, la diminution ou la lutte contre la pauvreté, pour que dans cet engagement, oui, nous sommes engagés au niveau international, mais nous ne sommes pas responsables du changement climatique. Le changement climatique, quand on parle, on voit toujours les forêts de l'RDC et ça devient une préoccupation aussi longtemps que quelle est la responsabilité de la RDC dans ces changements climatiques. Quand nous regardons de près, la RDC, plutôt c'est un pays solution, avec son massif forestier, qui est le plus grand en Afrique et le deuxième après l'Amazonie, mais le premier en termes de séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, le gouvernement a pris des résolutions pour que ces forêts soient gérées durablement. C'est cet aspect des choses qu'en 2002, nous avons eu les codes forestiers qui nous amènent à cette gestion, avec toutes ces mesures d'application, cette gestion durable des forêts. Mais aujourd'hui, il est toujours accusé et aujourd'hui, nous souffrons dans ces massifs forestiers avec un moratoire qui, mis en place, fait en sorte que les secteurs de l'exploitation artisanale a pris le devant et aujourd'hui, il y a une exploitation anarchique, aussi longtemps que de laisser l'exploitation industrielle qui peut aider à gérer les forêts durablement. Voilà un peu en quelques mots, madame, ce que je voulais dire, la stratégie du gouvernement en cette matière de gestion durable des forêts à la lutte contre le changement climatique. J'ai dit. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Après avoir dressé un tableau des risques climatiques, nous allons nous orienter vers les risques sociaux et je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Monsieur Bruno Aubert, pour évoquer les perspectives ou la vision de la France sur les luttes contre les inégalités territoriales dans un pays comme la RDC et peut-être en comparaison effectivement avec certaines politiques en France. Et comment la politique de la France en RDC permet aussi de lutter contre ces inégalités territoriales ou vise à mettre en place un modèle social inclusif.
Bien, d'abord, merci beaucoup, merci de m'avoir invité à cette session. Je me suis demandé un peu pourquoi. Je ne suis pas nécessairement le mieux qualifié pour porter un jugement ou proposer des remèdes sur les inégalités au sein de la RDC, mais enfin en tant que partenaire et ami, observateur amical et j'espère constructif et bienveillant de la RDC, il se peut que la lumière de l'expérience française, on puisse décliner quelques idées générales. Je pense qu'à la conjonction de la question du climat, de la protection de la biodiversité, de ce grand atout que constitue pour la RDC, pour le monde entier d'ailleurs, le couvert forestier du bassin du Congo, à la conjonction donc de ceci, et puis de la problématique des inégalités sociales, c'est celle que vous évoquez, n'est-ce pas? Je crois que ce qui s'impose à l'esprit, c'est la question c'est l'espace, c'est les territoires. Vous m'entendez? Excusez-moi, est-ce que vous l'entendez? Oui, ça va. Et donc j'ai été frappé, d'ailleurs au cours des entretiens qui ont précédé, et c'est aussi un constat que je fais au bout d'un certain temps de présence dans ce pays, en observant la réalité. C'est une banalité de le dire, mais il faut avoir un regard sur l'espace, sur le territoire, reprendre vraiment le sens géographique des choses. C'est une grosse évidence, on parle du Congo comme d'un État, comme d'un pays continent, au juste titre. C'est un pays qui a la taille de 4 ou 5 pays voisins. Donc ça c'est immense, et donc il faut, je pense, penser à voir les choses à l'aune des territoires. Ce serait ma première remarque, ma première suggestion. En France, nous avons aussi des inégalités territoriales qui ont fait partie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait partie de notre conscience politique et sociale. Lorsque nous avons lancé le plan, la politique d'aménagement du territoire, nous partions du principe qu'il y avait des territoires moins peuplés, les territoires ruraux à l'époque, on appelait ça le désert français, et des territoires plus attractifs, qui étaient à l'époque la région parisienne et 2 ou 3 grandes villes, Lyon ou Marseille. Et puis, nous avons aussi des inégalités très fortes qui sont apparues plus récemment, plus tard, entre les centres-villes et puis les espaces périurbains et les territoires de banlieue. On connaît fort bien les problématiques des banlieues, qui sont des problématiques spatiales, territoriales, mais aussi sociales. Et donc l'expérience française, ça a été de mettre en place des mécanismes qui permettent d'absorber, de réduire ou de lisser ces inégalités, afin d'éviter qu'elles ne deviennent également sociologiques et pas uniquement territoriales. Mais on voit que c'est extrêmement difficile de suivre et d'anticiper le mouvement naturel de la société, et les mouvements récents d'ailleurs, les mouvements sociaux récents en France, tels que le mouvement des Gilets jaunes, montrent qu'il est extrêmement difficile d'anticiper, de bien anticiper et de bien accompagner ces mouvements. Donc moi, spontanément, je ferai aussi quelques suggestions, mes amis et partenaires congolais. Au moins, il y a quelques points qui peuvent être tirés de l'expérience française, s'agissant de l'approche des territoires et ce qui permet de réduire les inégalités. Peut-être dynamiser les territoires, par exemple, en pensant une stratégie qui crée des pôles de compétences territoriales sur le plan économique, sur le plan de la recherche, de l'université. C'est ce que nous avons fait en France, c'est ce que d'autres pays européens ont fait également, où on constate que les grands centres de recherche universitaires, qui agrègent aussi des intérêts économiques, je pense à Sophia Antipolis en France, ou bien le complexe de Saclay près de la région parisienne, ou dans la région Rhône-Alpes, ont agrégé un très fort potentiel d'activité économique et une grande attractivité pour les populations, avec des sources de revenus qui ont eu des conséquences sociologiques importantes. Donc créer des pôles de compétences territoriales, ça signifierait concrètement que dans ce pays multipolaire qu'est la RDC, on puisse concevoir une politique d'aménagement qui focaliserait sur 4 ou 5 grands points du territoire, des centres d'excellence universitaire, de recherche, des pôles industriels, également des zones franches. Les zones franches, ça fait partie des instruments politiques et économiques qui peuvent servir en quelque sorte à l'égalisation des territoires. Une répartition géographique équilibrée également des grandes institutions publiques. Nous, par exemple, nous avons envoyé l'École nationale d'administration, qui a changé de nom depuis, elle est passée de Paris
à Strasbourg, nous avons l'école nationale de la magistrature qui est à Bordeaux, l'école des douanes à Tourcoing, des grandes institutions comme le musée du Louvre, par exemple, a créé une filiale dans le Nord, à Lens. Donc ce sont des exemples qui montrent que de grandes institutions peuvent avoir un rôle de lissage des inégalités dans l'espace national. Et je pense que dans un pays où l'espace est un tel déterminant de la vie nationale, avec une démographie importante, mais une démographie qui est inégalement répartie en termes de densité, très forte densité à l'est, une densité beaucoup moins forte dans les régions centrales. C'est une suggestion que je fais d'avoir cette vision, en quelque sorte, de déconcentration des institutions, non seulement des institutions, mais des grands centres d'attraction. Et encore une fois, je rappelle l'importance que peuvent avoir la conjonction entre l'université, la recherche et des pôles de concentration, économique. Alors un mot sur les infrastructures, c'est une évidence, tout le monde le répète, on a cessé de le dire, mais il y a une nécessité absolue d'avoir une grande politique d'infrastructure. Je crois que c'est un constat qui est partagé avec le gouvernement. Les institutions multilatérales qui accompagnent la RDC, je pense à la Banque mondiale, mais aussi l'AFD, travaillent dans cette direction. C'est-à-dire on ne peut pas envisager une politique des territoires, une politique de l'espace conséquente dans un pays au XXe siècle, si on n'a pas effectivement un véritable réseau routier, voire éventuellement un réseau ferroviaire qui permet l'accès des populations aux services, l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur, l'accès des investisseurs au territoire où se trouvent aussi des potentiels. Donc là, nous retrouvons les problématiques déjà évoquées. Bon, il y a aussi des mesures politiques de compensation. Dans mon pays, on a eu cette expérience, en quelque sorte, à la faveur de la décentralisation, mais bien avant. Il est vrai qu'en France, nous avons une tradition centralisatrice jacobine qui l'emporte sur la tradition dite girondine, c'est-à-dire d'indépendance des régions. Nous avons su trouver une espèce d'équilibre à partir de 1981 lors de la politique de décentralisation qui a permis une meilleure répartition des richesses en responsabilisant plus peut-être les élus locaux. Mais et ceci va de pair avec la création, le développement d'une fonction publique territoriale aussi. Et donc là, on retrouve les questions de gouvernance. Et je crois que le sujet de la gouvernance, c'est un sujet que nous travaillons beaucoup avec le gouvernement, avec M. le ministre des Finances, la gouvernance financière. Mais elle doit avoir, c'est déjà le cas, lorsqu'on travaille sur l'interconnexion des régies financières, on pense en termes de territoire. Mais tout ça, ça doit s'accompagner aussi par l'installation, l'affectation d'une fonction publique qui soit dédiée en quelque sorte à la gestion des territoires et à leur spécificité. Je rajouterai un point également qui a été évoqué par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, mais c'est un constat que je fais en regardant, en analysant la RDC. Il y a un vrai sujet, un vrai problème, et qui je crois est en train d'être résolu à travers ce que le vice-premier ministre nous disait de la réforme de la police nationale congolaise. Il y a un besoin d'assurer un continuum sécuritaire entre, je dirais, la sécurité de proximité, ce qui renvoie au concept classique de police de proximité, et puis la sécurité nationale au sens les frontières, l'exercice de la souveraineté, c'est-à-dire les forces armées, l'armée. Entre les deux, parfois, l'échelon fait défaut. Ce continuum de sécurité qui permet d'assurer au sein des provinces la sécurité des populations. En fait, c'est assuré. En France, par exemple, nous avons l'expérience ancienne de la gendarmerie avec cette dimension territoriale qui relève traditionnellement du ministère de la Défense, mais qui est une force de sécurité et qui a pour vocation d'être auprès de la population civile et qui est là aussi, effectivement, qui agit, qui seconde l'autorité judiciaire quand c'est nécessaire, mais qui est une composante essentielle de ce maillage de sécurité à l'échelle du territoire. Et ça, c'est d'autant plus impératif, d'autant plus important que le territoire est grand. Quand vous êtes dans un petit pays, la problématique du continuum sécurité-défense se pose moins. C'est naturel, la police de proximité urbaine s'étend sur l'étalement urbain, et puis une ville touche l'autre, etc.
Mais dans un pays comme la RDC, où les espaces sont immenses et la population assez disséminée, il y a des populations de partout, même si les degrés de densité sont très variables, je crois qu'il est nécessaire de penser à ce sujet. C'est le continuum sécurité-défense qui ne peut être assuré que par une force dédiée. Et donc j'espère, je forme le vœu que la réforme de la PNC va dans ce sens. Ça correspond, comme je l'ai dit, à ce que nous connaissons nous en France, à travers la gendarmerie, en Italie les carabinieri, etc. Donc j'attire l'attention, ça me semble un sujet important. Voilà, s'agissant des questions proprement diplomatiques sur le climat, nous sommes en pleine convergence avec ce que vous avez dit. Nous accompagnons tout à fait les efforts de la RDC. Nous pensons que la RDC a vocation à être un pays solution. Elle en a tous les atouts, toutes les données, tout le potentiel et en plus de la volonté politique. Donc l'opportunité que constitue l'après-COP qui se tient dans quelques jours va pleinement le montrer. Donc à cet égard, nous sommes bien évidemment parfaitement en phase. Mais je crois que c'est même un des 3 ou 4 grands atouts stratégiques de la RDC aujourd'hui à l'échelle globale. Et ça mérite particulièrement d'être souligné, de faire l'objet d'une volonté politique, ce qui est le cas, mais largement partagé par tous. Voilà, merci. Merci beaucoup, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Je vais maintenant donner la parole à Dr Guy Bernard Kwembe pour nous dresser un tableau du développement humain en RDC. Nous avons évoqué les risques climatiques et sociaux qui ont un impact direct sur le bien-être des populations. Qu'en est-il aujourd'hui du développement humain de cette population congolaise? Et là, nous faisons référence pas seulement au pouvoir d'achat, mais à l'accès à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Pouvez-vous nous dresser un tableau de la RDC et des perspectives? Merci Madame la modératrice pour la parole. Il convient de rappeler que les 2 principaux indicateurs de développement humain, dont le taux de scolarité et l'espérance de vie à la naissance, se sont améliorés à partir de 2019 jusqu'à ce jour, respectivement de 9,7% et 60 ans pour l'espérance de vie. Plus de 4 millions d'enfants ont pu être scolarisés gratuitement à travers toute l'étendue du pays. Le taux de mortalité a baissé, le taux de mortalité maternelle a également baissé et le gouvernement a augmenté ses allocations budgétaires dans ce secteur. Là, ce sont des informations tirées des documents officiels, notamment du rapport sur le développement humain 2020. Néanmoins, il y a encore des efforts à fournir pour parfaire la qualité de l'enseignement et l'accès aux soins de santé des populations étant donné l'étendue du pays et le nombre de populations. Il convient de solliciter le concours des partenaires pour appuyer les efforts qui sont entrepris par le gouvernement, les efforts qui sont contenus dans le programme du gouvernement pour parfaire davantage les activités dans ce secteur. Voilà en bref ce que je peux vous dire pour le moment. Merci beaucoup. Je vais embrayer avec une deuxième question un peu courte. Comment expliquez-vous cette dichotomie entre ressources abondantes en RDC et niveau de croissance du produit intérieur brut toujours relativement élevé, mais pas aussi dynamique qu'on pourrait l'espérer, et surtout cet accroissement des inégalités qu'on semble observer? Merci. D'un point de vue économique. Cette dichotomie s'appelle malédiction des ressources naturelles. Un pays très riche sur le plan des potentialités, avec une population très pauvre. Plusieurs causes concourent à cela. 1. La volatilité des prix est une première cause de la malédiction des ressources naturelles. En effet,
les changements des prix des matières premières que le pays ne maîtrise pas, à partir du moment où on fait des prévisions et que tout d'un coup on se rend compte que les cours ont baissé, ça a une incidence sur le revenu et les dépenses publiques. Et cela a aussi une incidence sur la performance économique et sur le bien-être de la population, puisque l'État aura des difficultés pour financer les secteurs publics tels que la santé et l'éducation. La deuxième cause, c'est un manque de diversification économique, notamment dans le secteur manufacturier et le secteur agricole. Et cela aussi a une incidence sur le taux de croissance économique, puisque pour parler de croissance économique, il faudrait passer par la diversification économique. La troisième cause, c'est l'instabilité politique et la prévalence de conflits armés qui affectent l'économie. Il y a des gens qui convoitisent les ressources naturelles telles que l'or, le diamant, le coltan, et cela a une incidence sur l'économie. Et nous ne devons pas oublier la gouvernance qui remonte depuis plusieurs années. Il y a aussi un problème de gouvernance à ce niveau, bien que, en lisant le programme actuel du gouvernement, il y a des efforts qui sont fournis pour améliorer la gouvernance à travers plusieurs actions qui sont contenues dans le programme du gouvernement. Voilà en bref ce que je peux dire pour cette question. Merci beaucoup, docteur. Nous avons évoqué ces risques qui sont assez importants, mais maintenant nous allons nous orienter vers les solutions et les perspectives positives. Et dans ce cadre-là, je vais donner la parole à Monsieur Karim Tadjine du Centre médical Diamant pour évoquer les stratégies à mettre en place pour essayer de relever le pouvoir d'achat des populations, en particulier dans les zones rurales, et peut-être en utilisant l'accès à la santé. Oui, donc en fait, d'abord peut-être juste pour revenir au thème de la journée qui est les risques pays et tout ça, peut-être pour donner de l'espoir aux investisseurs potentiels qu'au moins dans le domaine de la santé, il y a eu du progrès. Je sais que j'ai moi personnellement des amis au Canada, aux États-Unis qui veulent investir et les questions qu'ils me posent c'est que et si je tombe malade? Et si mon enfant doit aller à l'école? Alors, au moins en ce qui est du domaine de la santé, un exemple concret, maintenant à cette heure-ci, on est en train de faire au Centre médical Diamant à Lubumbashi en plus, une chirurgie à cœur ouvert sur un enfant de 5 semaines qui pèse même pas 2 kilos, qui a un cœur de cette dimension avec des trous dedans. C'est une des chirurgies les plus compliquées qui peut être faite et on est en train de la faire aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, au moins pour apaiser les investisseurs, que je crois au moins le domaine de la santé est couvert. C'est vrai maintenant que dans les autres domaines comme l'éducation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, aujourd'hui, si je veux ouvrir une branche à Kolwezi et je veux apporter quelques expatriés pour m'aider, la question qu'ils ont, c'est où est-ce que mes enfants vont aller à l'école là-bas? Est-ce qu'il y a une bonne école où ils pourront aller? Et c'est là qu'il y a un petit frein. Alors, peut-être pour maintenant la question en tant que telle, donc comment faire? OK, alors vous avez posé plus pour la zone rurale. Donc, si on veut augmenter alors le PIB dans les zones rurales, comment on fait le PIB par capita? Alors, soit on réduit le nombre de personnes dans les zones rurales, donc ça s'appelle l'urbanisation et ça doit être bien planifié, ou alors on doit venir avec des stratégies pour augmenter ce PIB. Et le PIB, alors moi je suis ingénieur de profession, donc je pense niveau mathématique, il y a juste 4 éléments dans le PIB. C'est la consommation, c'est ce que le gouvernement dépense, c'est ce que les investisseurs apportent et c'est ce qu'on appelle net export, donc ce qu'on exporte moins ce qu'on importe. On a beaucoup discuté de l'export, je ne vais pas en parler, on a beaucoup discuté de la pauvreté, 75%, etc., donc ça freine la consommation.
Quels sont les deux éléments qui restent? Dépenses par le gouvernement et les investissements. Et je crois que ces deux facteurs vont de pair. Parce qu'on a vu aujourd'hui, on en a parlé, je crois son Excellence, le ministre de la Finance l'a mentionné aussi, le rapport l'a mentionné, qu'aujourd'hui, la dépense du gouvernement, c'est 12% du PIB. C'est la quatrième, le Congo est la quatrième la plus basse dans la liste. Les pays comme la Namibie, la Burundi, la Zambie sont dans les 35 à 40%. Donc, il faut qu'on puisse augmenter les dépenses du gouvernement dans des domaines de l'infrastructure qui vont aider, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, parce que c'est ces domaines-là que je trouve freinent les nouveaux investissements. Dans le domaine de l'investissement lui-même, alors d'abord pour donner hommage à ANAPI, parce que je sais que quand le Centre médical Diamant s'est imposé ou s'est installé en République démocratique du Congo, on a reçu un très beau support de l'ANAPI. Et encore une fois, donc, je voudrais demander à tous les investisseurs potentiels de faire recours à l'ANAPI parce qu'ils sont là pour aider. La deuxième chose que peut-être c'est un débat, donc on ne va pas y aller, on n'a pas beaucoup de temps, mais on en a parlé un peu, c'est ce concept de dédollarisation. Alors oui, on a discuté que la dédollarisation est nécessaire, mais est-ce que c'est le bon moment? Et c'est un débat que je relancerai donc à l'équipe et à Madame la gouverneure de la Banque centrale, etc. C'est nécessaire, on est d'accord, mais aujourd'hui, honnêtement, comme investisseur, je me sens plus confortable en sachant qu'on va utiliser le dollar. Ça m'apaise. Alors, pour arriver à la dédollarisation, c'est vrai qu'il va falloir il va falloir un trust, il va falloir que la population fasse confiance à ça. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dédollariser, mais au moins aujourd'hui, il y a la dollarisation et c'est un facteur qui devrait aider les investisseurs. Donc prenez avantage, venez rapidement dans le pays. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Karim Tadjine, pour ces solutions pragmatiques et très claires que vous avez pu détailler par rapport à ces enjeux d'augmentation du pouvoir d'achat, notamment dans les zones non urbanisées. Je vais maintenant redonner la parole à Monsieur Tozim Panou, toujours dans l'optique de proposer des solutions et de mettre en avant la RDC comme un pays offrant des opportunités. Quelles sont vos perspectives sur les mécanismes de crédit carbone et de mise en valeur de la forêt congolaise de manière active pour les investisseurs locaux et internationaux? Merci Madame pour la parole. La conférence portant donc sur le sujet du risque pays, je voudrais peut-être, en répondant à votre question, identifier une série de risques. Le premier risque, à mon sens, se base sur l'article 215 de notre Constitution, qui dit que les traités ratifiés par notre Parlement ont une autorité supérieure aux lois nationales. L'engagement que le pays a pris dans le cadre de la réduction de 21% de ses émissions d'ici 2030... Excusez-moi, pouvez-vous rapprocher un petit peu votre micro? Oui, excusez-moi. Donc je disais que l'article 215 de notre Constitution stipule que les traités souscrits au niveau international ont une autorité supérieure aux lois nationales. Donc l'engagement que le pays a pris dans le cadre de l'accord de Paris de réduire nos émissions de 21% d'ici 2030 est un engagement qui fait autorité au pays. L'engagement que nous avons pris de consacrer 15% de notre territoire national à la conservation fait autorité sur le pays. L'engagement que nous avons pris d'atteindre les objectifs de développement durable, il y en a 17, réduction de la pauvreté, accès à l'énergie, accès à l'eau, font autorité. Maintenant, c'est comment est-ce que le pays se positionne pour pouvoir atteindre ces engagements. Et donc pour moi, le premier risque serait un risque réputationnel. Un risque, je dirais, presque juridique, même si le droit international, c'est du droit mou. Et si on ne respecte pas nos engagements souscrits à l'international, on ne risque pas grand-chose, en fin de compte. On ne va pas nous bombarder, on ne va pas nous envahir. Il s'agirait juste, en fait, du risque réputationnel. C'est, à mon sens, le premier risque, parce qu'un pays doit pouvoir respecter ses engagements. Le deuxième risque, je dirais, est un risque au niveau climatique. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, lorsqu'on regarde son bilan carbone, il est positif. C'est-à-dire que
nos 155 millions d'hectares de forêt tropicales humides jouent un rôle de poumon de la planète à travers la photosynthèse, puisque nos forêts absorbent environ 450 à 500 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, et la RDC émet environ 260 millions de tonnes. Donc le bilan pour la RDC est positif, et donc la RDC est véritablement un pays solution. Alors, il faut lutter contre les moteurs de la déforestation qui ont comme facteur sous-jacent la pauvreté. Parce que c'est l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est les besoins énergétiques, c'est la démographie qui menace cette forêt. Et donc il faut que nous puissions lever des financements adéquats pour pouvoir mener cette action climatique. D'où l'importance de la notation du pays, puisque demain, le ministre des Finances peut décider d'émettre des obligations vertes. Et si jamais le risque payé est trop élevé, ces obligations nous seront trop chères et nous ne pourrons pas avoir une action efficace pour lutter contre le changement climatique. Alors, le problème qu'il y a également, c'est un problème, je dirais, de sécurité énergétique, puisqu'aujourd'hui nous sommes 100 millions de Congolais, il n'y a environ que 9 à 10% d'entre eux qui ont accès à l'électricité, donc 90% de 100 millions de Congolais se tournent vers la forêt pour leurs besoins énergétiques. Aujourd'hui, quelles sont les options qui doivent être levées? Est-ce que la RDC devrait, par rapport à son fort bilan positif par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, se tourner vers l'option pétrolière, puisqu'aujourd'hui il y a une fenêtre d'opportunité qui se lève? Et hier, je suivais le ministre des Finances sur TV5 qui disait que la RDC dépensait 400 millions de dollars en termes de subventions pour les produits pétroliers. Donc si jamais aujourd'hui la RDC exploite son pétrole, si jamais la RDC assure sa sécurité énergétique, la RDC ne devra pas dépenser d'énormes devises à importer un pétrole, puisque lui-même le produira. Et je ne suis pas un chantre du pétrole. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous voyons avec la crise ukrainienne que beaucoup d'États se retournent vers leurs centrales à charbon qu'ils avaient fermées. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille dans une discussion de transition écologique qui soit équitable. La RDC ne peut pas, elle seule, sauver la planète pendant que ceux qui sont responsables du problème du changement climatique sont en train d'aller à l'encontre de leurs engagements. Donc je vais chuter en disant que le troisième volet pour lequel la RDC est un pays solution, ce sont nos minerais stratégiques. Nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons le germanium, nous avons également du lithium. Et ces minerais stratégiques aident à décarboner les mix énergétiques des pays développés. Puisqu'aujourd'hui, les véhicules électriques utilisent ces minerais, les centrales solaires, les centrales éoliennes ont des batteries qui utilisent ces minerais. Et aujourd'hui, il faut se poser la question, comment est-ce que M. Elon Musk pèse 255 milliards de dollars alors que les populations congolaises, d'où viennent ces minerais, sont dans une pauvreté abjecte. Et je reconnais la présence du président Yuma qui est là, parce qu'il était l'initiateur d'un beau projet, le projet Entreprise Générale du Cobalt, où la RDC essaie de se réapproprier sa souveraineté économique et énergétique en donnant le monopole à une entreprise nationale pour racheter le cobalt artisanal et formaliser cette filière du cobalt artisanal pour que la RDC puisse avoir un mot à dire dans la vente de ce produit stratégique pour la planète. Enfin, la RDC est un paradis pour les électriciens. Nous avons 100 000 MW de potentiel en énergie hydroélectrique. Nous avons 90 000 MW en autres types d'énergie renouvelable, solaire, éolien, géothermie, biomasse, le gaz méthane dans le lac Kivu. Aujourd'hui, il faut que nous trouvions les moyens de pouvoir financer ces projets, qu'ils ne restent pas seulement du potentiel, mais qu'ils soient quelque chose de concret. Et pour ça, le pays doit avoir une bonne notation pour pouvoir mobiliser les financements adéquats pour pouvoir réaliser ce potentiel énergétique. Et je me permets de saluer des entrepreneurs comme M. Eric Monga, son projet Kipa Énergie, le barrage de Sombwe, qui est une initiative d'un privé, et le potentiel est énorme. La RDC peut, si elle développe son potentiel énergétique, décarboner tout le mix énergétique africain qui dépend essentiellement du pétrole et du charbon. Je vous remercie.
Nous vous remercions, Monsieur Tozim Panou pour cet exposé très constructif, avec de nombreuses perspectives dans les domaines écologiques et sécuritaires énergétiques. Au vu du temps qui passe, je vais directement donner la parole au public et nous allons prendre 3 questions uniquement. Nous avons une question ici, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je suis Maître Madia, avocate d'affaires. J'interviens par rapport à l'exposé de M. Panou, puisqu'il a évoqué les minéraux stratégiques. Donc, je voudrais lui poser une question en rapport à un documentaire qui est passé hier sur une chaîne belge et suisse. Documentaire réalisé par des journalistes étrangers sur l'exploitation du cobalt. Donc, c'est des travaux qu'ils ont réalisés pendant 3 ans. Ils ont fait l'investigation au niveau du Colosie, mais dans leurs conclusions, ils ont évoqué l'exploitation du cobalt comme étant un scandale environnemental, en mettant l'accent, bien entendu, sur la toxicité de l'exploitation et aussi sur l'impact que cette exploitation du cobalt a sur les populations locales. Ma préoccupation, c'est de savoir, vous avez évoqué la RDC qui a un bilan positif pour tout ce qui concerne le carbone. Oui, le carbone. Mais avec ce genre de documentaires, nous allons avoir un problème réputationnel, comme vous l'avez évoqué. Quels sont les mécanismes que les gouvernements peuvent mettre en place pour avoir une réponse à cette situation? Puisque, comme vous le savez, l'Union européenne a prévu de remplacer tous les véhicules à combustion par des véhicules électriques d'ici 2035. Or, une telle campagne va sûrement avoir des conséquences sur l'achat du cobalt produit en RDC. On risque de nous poser des questions de traçabilité, des certificats genre de Kimberley comme on en a pour les diamants. Donc ma préoccupation, c'est de savoir, devant cette situation, quels seront les mécanismes urgents que les gouvernements peuvent mettre en place pour contrer cette réputation qu'on veut donner à la RDC dans les domaines miniers. Et surtout, il ne faut pas oublier que le secteur minier a une importance capitale dans la croissance. Donc, toutes les réalisations de recettes qui augmentent, c'est en partie quand même le secteur minier. Donc, je pense que c'est une urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons prendre une deuxième question au fond de la salle, s'il vous plaît. Monsieur, avec la main levée, s'il vous plaît. Bon, et comme on dit, dans le négatif, il y a toujours du positif. Au moins, on parle de la RDC à la télévision. Okay. Allez-y, monsieur. Merci, Maître Patrick Bondonga, avocat d'affaires. Alors, ma question, je la pose, je crois, aux panélistes, parce qu'on parle des questions environnementales. La RDC, pays solution, il est vrai. Maintenant, nous avons également, M. Panou a également relevé le fait qu'on ne doit pas être le seul à assumer la responsabilité de gérer les problèmes environnementaux du monde sans le concours des autres. Il est un fait que le crédit carbone est l'une des solutions, du moins le marché des crédits carbone est une des solutions pour tirer une certaine rentabilité du fait de ne pas exploiter nos ressources naturelles forestières et de contenir cela pour les besoins de servir l'humanité entière. Est-ce qu'au regard du cadre juridique actuel, qui du reste n'a pas tellement bien organisé le marché, ne serait-ce que pour rationaliser le comportement des acteurs qui peuvent intervenir, et également d'assurer une véritable des transactions de manière à ce que ça puisse permettre à l'État de tirer le maximum de profits par rapport à ce marché. Aujourd'hui, il y a des marchés de crédit carbone à travers le monde. Il y a certainement des entreprises étrangères qui nous consultent de temps en temps, qui ont
déjà qui s'arrivent à générer ces recettes dans ce secteur, mais le cadre juridique congolais n'est pas tellement bien outillé pour accompagner et récolter tous les prélèvements possibles par rapport à ce marché. Est-ce que le gouvernement, ou du moins les ministres de l'Environnement, ou sinon le gouvernement actuellement, quels sont les programmes et les projets pour essayer d'encadrer ce secteur-là de manière à ce que ça puisse être donner la rentabilité qu'il faut pour les pays, qui est considéré pays solution, mais bien sûr qui en pâtit du fait de son inactivité dans l'exploitation de nos ressources forestières. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Nous allons commencer la séance de réponses. Donc, pour rappel, la première question était en rapport. Vous voulez rebondir sur cette question des crédits carbone? Je vous en prie. Allez-y. Oui, donc la première question a été posée par Maître. La solution, en fait, existe. Elle s'appelle Entreprise Générale du Cobalt. Donc, la RDC est le premier producteur mondial de cobalt. Environ 100 000 tonnes produites par an. C'est de la production industrielle à travers des partenariats et des joint ventures où l'État et la GECAMIN n'ont pas la possibilité d'exercer tous les leviers qu'ils voudraient. C'est du minerai qui est exploité de manière industrielle, exporté. Et donc, même si la RDC exporte ainsi 70 à 75% du cobalt mondial, le gouvernement ne peut pas dire « je vais constituer un stock stratégique, je vais essayer de faire hausser les prix ». Le gouvernement n'a pas la main sur cette production. 20 à 30% de la production de la RDC, c'est de la production artisanale. Ce qui fait de la RDC le deuxième producteur mondial de cobalt également, mais à travers la production artisanale. Et donc le gouvernement, pour pouvoir se réapproprier cette souveraineté économique sur son cobalt, a mis en place Entreprise Générale du Cobalt, une filiale de la GECAMIN, qui a reçu monopole du gouvernement d'acheter et de commercialiser tout le cobalt artisanal. Aujourd'hui, une tonne de cobalt artisanal ne peut pas être exportée de la RDC si ce n'est pas à travers Entreprise Générale du Cobalt. Et Entreprise Générale du Cobalt veut s'assurer que ce risque réputationnel puisse partir en s'assurant que toute la chaîne de valeur soit une chaîne de valeur qui soit vertueuse, où il y a de la traçabilité, où on prend les creuseurs qui travaillent dans des conditions indécentes, on les forme aux standards de EGC, on les équipe pour qu'ils puissent travailler dans des conditions décentes, qu'on leur donne un salaire équitable par rapport à ceux qu'ils vendent, et qu'on puisse assurer qu'il n'y ait pas de femmes enceintes, qu'il n'y ait pas de personnes vulnérables, qu'il n'y ait pas d'enfants sur les sites, et qu'on mette en place une technologie de blockchain pour s'assurer que ce qui sort du sol est exactement ce qui est également exporté. Et donc cette solution existe, elle s'appelle EGC. EGC existe depuis un peu plus de 2 ans. Malheureusement, elle n'est pas opérationnelle. Ne me posez pas la question pourquoi, mais juste pour vous dire que cette solution existe pour s'assurer que la RDC ne soit pas soumise à ce risque réputationnel. Pour la deuxième question, il y a plusieurs autorités de régulation. Une pour les postes et télécommunications, une pour les assurances, une pour la sous-traitance. La vice-première ministre, et je parle sous le contrôle du secrétaire général à l'environnement, a proposé récemment en Conseil des ministres d'établir une autorité de régulation du marché du carbone. Simplement parce que la RDC, compte tenu du fait que ces marchés du carbone sont des choses qui évoluent très rapidement, au niveau légal, il y a une certaine lourdeur pour pouvoir s'adapter. Effectivement, nous sommes un peu à la traîne. Mais tout ce qui doit être fait est en train d'être mis en place pour pouvoir justement s'assurer qu'il y a un cadre réglementaire qui nous permette de pleinement participer au marché du carbone. Encore faut-il que les règles soient équitables. Parce qu'aujourd'hui, ce marché du carbone, il récompense les mauvais élèves, comme l'Indonésie et le Brésil, qui ont une politique de déforestation agressive, avec des politiques agro-industrielles qui étaient extrêmement fortes, et la RDC qui était un élève vertueux, qui a relativement bien protégé sa forêt, comme elle ne peut pas aujourd'hui, par rapport au taux historique de déforestation, stabiliser un taux qui soit extrêmement élevé par rapport au taux historique, le Brésil et l'Indonésie vont être mieux récompensés que nous, ce qui est un non-sens.
puisqu'on récompense les mauvais élèves. Et donc il nous faut avoir suffisamment de bagou et de force pour pouvoir établir des règles qui soient un peu plus équitables. Et il faut également que l'on puisse reconnaître la méga biodiversité de nos forêts, qui ont une méga biodiversité unique. Et pour nous, cette discussion ne devrait pas seulement porter sur l'actif carbone, mais également sur des éléments comme la biodiversité, la gestion durable des forêts et la conservation. Après tout, il s'agit donc de réduire la pauvreté, parce que si ces projets se déroulent et que la population n'est pas impactée, et qu'il n'y a pas d'appropriation au niveau de la population, ces projets malheureusement ne feront pas long feu. Merci beaucoup. Et sur cette belle note, nous allons clôturer ce dernier panel de la journée qui visait à mettre en avant les risques sociaux et climatiques de la RDC et comment de nouvelles perspectives d'investissement peuvent être offertes. Pour reprendre un petit peu les témoignages de la journée, avant de se concentrer toujours et de parler des potentialités, il faut qu'on mette en avant nos réalisations en RDC. La RDC, en termes climatiques, ce sont des engagements forts. La RDC, en termes climatiques, c'est l'après-COP qui se déroule à Kinshasa la semaine prochaine, avec tout un ensemble d'acteurs internationaux qui se déplacent. Nous avons pu souligner comment, en mettant en place un modèle inclusif avec... en mettant en avant les spécificités de chaque territoire du pays et des provinces, nous pouvons améliorer le développement humain dans le pays. Et depuis 2019, les indicateurs clés et chiffrés ne mentent pas. Évidemment, le tableau n'est pas parfait, mais on voit bien comment ces risques sociaux et climatiques sont bien pris en compte dans les nouvelles politiques de développement public et d'investissement privé et comment nous allons de l'avant. Et enfin, je vais finir sur quand même ces perspectives très intéressantes et innovantes de monétisation des crédits carbone, de lancement d'obligations vertes, de valeur ajoutée pour les minerais stratégiques. Et donc là, on sent que la RDC s'inscrit pleinement dans le 21e siècle par rapport à ces risques. Donc ça a été un plaisir aujourd'hui d'accueillir ce panel. Merci d'avoir été patient et d'avoir terminé la journée avec nous.